Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents en si grand nombre ce soir. Alors, sans perdre de temps, nous allons débuter avec la première conférence qui sera donnée par le Dr. Peter Asimakopoulos, endocrinologue à l'hôpital général juif. Juste ne pas oublier que vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure de la conférence. Je vous encourage à les poser dès le début pour qu'on puisse les recevoir et les trier. Et pour ce faire, vous pouvez utiliser la boîte de chat dans votre furteur avec lequel vous êtes en train de regarder la conférence. Ça devrait être facile. Vous rentrez la question tapée et vous envoyez tout simplement. Et voilà. Merci beaucoup et merci aussi au SSVQ pour l'invitation. Alors, ce soir, on va parler, je vais vous présenter des données et les avantages sur les GLP-1. Mais en fait, vous allez voir que la combinaison des deux molécules, soit les agonistes des GLP-1 et les SGLT2, vont faire un bon traitement pour la plupart de nos patients diabétiques et surtout les patients qui sont à haut risque. Alors, je vais commencer avec mon conflit d'intérêts. Je travaille avec presque toutes les compagnies qui sont impliquées dans le traitement de diabète. Alors, les objectifs de ce soir, c'est de connaître les indications des GLP-1 et aussi de revoir les effets sur les paramètres glycémiques, le poids, la tension artérielle et aussi les réductions des événements cardiovasculaires qui est important pour nos patients. Et on va voir quelles sortes de patients peuvent en bénéficier de ce classe de médicaments. Alors, récemment, en 2020, on a eu une mise à jour des lignes directrices de Diabète Canada. Ce diapo est très chargé, mais en fait, l'importance de ce mise à jour, c'était pour la première fois, on a eu la possibilité de changer de traitement, dépendant de l'état clinique du patient. Même si le patient est à la cible qu'on veut pour un tel patient, on peut changer le traitement pour que le patient bénéficie du traitement. Alors ici, on voit pour les patients de très haut risque, par exemple les patients qui ont eu qui sont des patients cardiovasculaires, par exemple, dans la première colonne, on voit que les plusieurs études qui ont été présentées dans les dernières années nous démontrent que pour ces patients-là, pour éviter un autre événement cardiovasculaire, soit le MACE, que les agents comme les GLP-1 et les SGLT2 sont les agents de première ligne. Et maintenant, on peut les donner à ces patients et même d'enlever un autre traitement pour donner la chance de donner ces médicaments-là. On voit aussi que pour les patients qui ont de la néphropathie, si on veut éviter un événement de MACE, que dans ces mêmes patients, les SGLT2 et les GLP-1 sont les traitements qui sont proposés pour aider ces patients-là. Pour les patients avec les néphropathies, c'est vraiment qu'on veut éviter un événement de l'insuffisance cardiaque ou la progression de la néphropathie que les SGLT2 sont en première ligne. De plus, quand on voit les patients qui sont à haut risque, mais qui ne sont pas des patients cardiovasculaires ou qui n'ont pas une maladie de néphropathie, on peut dire qu'ils sont des patients de prévention primaire, mais un peu plus à risque. Il y a vraiment juste une étude, l'étude de Rewind, qui a démontré que dans ces patients-là, un GLP-1 est protecteur par rapport des événements de MACE. Mais la plupart de nos patients qu'on voit dans la clinique ne sont pas des patients cardiovasculaires ou qui ont de la néphropathie. Ce sont des patients qui sont beaucoup plus jeunes. À peu près 50% des patients dans la clinique sont des patients qui sont en dessous de 60 ans.
et qui ne sont pas des patients avec une historique cardiovasculaire ou de la néphropathie. Alors ici, on peut choisir n'importe quoi pour arriver à la cible, mais il y a une préférence pour quelques classes qui donnent surtout pas des effets secondaires comme l'hypoglycémie, qui est un grand problème d'arriver à la cible pour beaucoup de nos patients. De plus, la plupart de nos patients, plus que 80%, ont un surpoids ou même l'obésité. Alors, de donner un médicament qui peut aider à perdre du poids ou au moins de ne pas gagner du poids, ça serait une positive. De plus, si il y a une progression dans ces patients-là, à un moment donné, il se développe des maladies cardiovasculaires ou de la néphropathie, s'ils sont déjà sur un traitement avec un GLP-1 ou un SGLT2, ça serait un bonus pour ces patients-là. Alors, pour la plupart de nos patients, on veut éviter les sulfos, par exemple, qui peuvent causer des hypoglycémies. Et en fait, il n'y a pas des études qui ont démontré un effet positif sur les événements cardiovasculaires. De plus, les TZD, à un moment donné, on les donnait beaucoup plus, mais maintenant, on sait qu'il y a un risque d'insuffisance cardiaque et en plus, ça donne un gain de poids. Alors, pour la plupart de nos patients, c'est vraiment la maîtrise du sucre. Et comme vous voyez dans les lignes directrices de Diabète Canada, on veut arriver à une glycée de moins de 7%. Mais en fait, en 2021, c'est possible avec les nouveaux agents d'arriver même, surtout si on traite d'une façon précoce, d'arriver même à une glycée qui est presque normale. Et ici, on voit aussi les autres cibles pour la pression, le diabète et comme j'ai déjà mentionné, pour des patients qui sont à haut risque, les GLP-1 et les SGLT2 sont indiqués comme traitement après la metformine. Alors, on sait déjà, ça fait des dizaines d'années, après les études Landmark qui ont été publiées, soit le DCT et le UKBDS, que la baisse du sucre, d'arriver à la cible, ça donne un effet contre des événements pas seulement macrovasculaires, mais aussi microvasculaires. Mais aussi, on sait que d'utiliser des agents qui vont nous arriver à la cible beaucoup plus rapidement, et c'est important d'arriver à la cible d'une façon très rapide. Et comme ça, on a la chance de continuer à avoir le bon contrôle à long terme. Alors, on veut des agents qui sont puissants et avec un agent, si c'est possible, d'arriver à la cible très rapidement. Quand on voit qu'est-ce qu'on a comme des classes qu'on peut donner à nos patients après metformine, on a plusieurs classes. Et si on oublie l'insuline pour le moment, parce que la baisse du glycée avec l'insuline, c'est une baisse théorique parce que beaucoup de patients n'arrivent pas à la cible à cause des hypoglycémies. Pour les agents qui ne causent pas d'hypoglycémie, on voit que les agonistes de GLP-1 sont les plus forts, qui donnent à peu près 1%. Et je dirais que les nouveaux agents mènent à une baisse de glycée beaucoup plus que ça. Et après ça, c'est les inhibiteurs de SGLT2 qui donnent à peu près 1% de baisse de hémoglobine glyquée. Les effets secondaires sont bien connus. Alors, pour les agonistes de GLP-1, c'est surtout les effets indésirables des gastro-intestinaux et il y a des très rares cas de pancréatite et la contre-indication pour les patients qui ont un cancer de la thyroïde médulaire, qui est un cancer très, très rare. Pour les inhibiteurs de SGLT2, on sait vraiment que c'est surtout les infections génitales.
Alors, quels sont les agonistes de récepteurs GLP-1 qui sont disponibles? On a, et je pense que c'est très important de différencier les différentes agonistes de récepteurs de GLP-1. On a deux agents qui sont basés sur la molécule d'hexandine. Alors, ils sont des agonistes de GLP-1. Alors, ils ont un effet sur le récepteur de GLP-1, mais ils ne sont pas de la molécule de GLP-1. Ils sont basés sur l'hexandine, qui est une molécule qui a été trouvée dans la salive d'un reptile. Alors, on a deux molécules, hexanatide, que vous connaissez comme Bydureon, et puis adlexine, qui est l'hexixanatide. Et ils sont donnés d'une façon quotidienne pour l'hexi et hebdomadaire de hexanatide. De plus, on a les vrais analogues de GLP-1. Ils sont basés sur notre molécule de GLP-1 et c'est liraglutide en eau que vous connaissez très, très bien comme Victoza, qui est donné d'une façon quotidienne. En bas, on a semaglutide que vous connaissez comme Ozempic. Vous voyez que c'est très, très similaire à liraglutide. Et on a dulaglutide, qui est une molécule beaucoup plus large. Et ça, vous le connaissez comme Trulicity. Et albiglutide, qui est aussi une molécule très, très grande qui est combinée à albumine. Ça, c'était retiré du marché, mais c'était aussi un médicament qui était donné d'une façon hebdomadaire comme Ozempic et Trulicity. De plus, on a une formulation orale, ça c'est le semaglutide oral, qui est combiné avec un activateur d'absorption SNAC. Et ça donne la possibilité que ça soit absorbé dans l'estomac. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre comme résultat de l'hémoglobine glyquée? Alors, qu'on voit pour les deux molécules qui ont été bien étudiées, soit liraglutide, Victoza, et en brun ici, et voilà, dulaglutide qui est Trulicity, on voit qu'on a une bonne baisse d'à peu près 1% et même plus. Avec semaglutide, qui est Ozempic, on voit ici dans l'étude tête-à-tête avec dulaglutide qu'on peut arriver à une réduction à la haute dose d'à peu près 1,8% qui est le plus de toutes les GLP-1. Il n'y a pas beaucoup d'études de comparaison tête-à-tête avec les SGLT2, mais on a quelques-uns avec semaglutide. Et ici, la comparaison qu'on voit avec canagliflozin, surtout la dose de 300 mg, ce qui est connu comme la dose la plus puissante des SGLT2, on voit que pour le glyqué, semaglutide est supérieur d'à peu près 0,5% de plus d'une baisse du glyqué. Pour la formulation orale, il y a une étude tête-à-tête de semaglutide oral avec empagliflozin à la haute dose et on voit de la même façon qu'il y a une réduction supérieure d'à peu près 0,4% de plus avec semaglutide oral. Pour le poids corporel, qui est quelque chose de très important, comme je viens juste de mentionner, qu'au moins 80% de nos patients ont un surpoids ou ils sont obèses, on voit que ce qu'on peut attendre avec les différentes molécules, c'est à peu près une perte de poids d'à peu près 3 à 4 kilos. Encore avec semaglutide, ici c'est l'étude tête-à-tête avec dulaglutide, on voit qu'on peut arriver à la haute dose avec une perte d'à peu près 6,5 kilos. Et encore, ici, on a dans une étude où il y a une comparaison avec un SGLT2. Encore, ici, c'est canagliflozin à 300, qui est considéré comme la dose la plus forte pour la perte du poids
des SGLT2 et on voit qu'on a à peu près 1 kg de plus avec semaglutide. Qu'est-ce qu'on a pour la tension artérielle? Parce que ça fait partie des cibles qu'on veut arriver dans nos patients de diabète. La plupart des molécules vont nous donner à peu près une perte, une diminution de 3 à 5 mm de mercure pour la pression artérielle systolique. Pour la comparaison entre les GLP-1 et les SGLT2, ici, les SGLT2, et encore, la comparaison, c'est avec canagliflozin 300, que les SGLT2 sont supérieurs d'à peu près 2 mm de mercure contre semaglutide. Mais ça, c'est quelque chose qu'on attendait avec un médicament qui marchait comme un diurétique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme données dans les études pour la protection micro- et macrovasculaire? Alors, ça, c'est une méta-analyse de toutes les études qui ont été faites avec les GLP-1. Et pour les patients, on voit en haut, pour les patients qui ont eu une histoire cardiovasculaire, que la totalité des molécules dans toutes les études, on a une diminution d'à peu près 14% dans le MACE, dans ces études-là. Et même si on enlève l'étude Excel, que comme je vous ai montré avant, c'est une molécule d'Exendin et pas un analogue des GLP-1, c'est un petit peu plus. Pour les patients de prévention primaire, par exemple, qui n'ont pas eu des événements cardiovasculaires auparavant, on voit qu'il n'y a pas un effet sur la réduction des événements cardiovasculaires. C'est la même chose qui a été démontrée par les SGLT2 pour la prévention primaire, à part de l'étude Rewind avec dulaglutide, où la plupart des patients étaient de prévention primaire. Alors, c'est la seule étude qui a démontré une protection de MACE dans des patients qui sont à peu près de prévention primaire. Même, on a des données sur la mortalité de toutes causes confondues. Et encore ici, on voit en totalité de la classe des molécules, on a une réduction d'à peu près 10%. Pour la néphropathie, encore, on voit une réduction dans les événements de néphropathie avec toutes les molécules, plus récemment avec Rewind. Oui, la plupart de cette réduction, c'était la diminution de l'albuminurie, mais il y a des études qui sont en cours. Ici, ça, c'est le Flow Study avec semaglutide qui va sortir à peu près en 2024. Et ça, c'est une vraie étude rénale qui va démontrer des réductions des événements réels dans les patients diabétiques. Et c'est à peu près une étude pareille de ce qu'on a vu avec Credence ou Dapacicadi et ce qu'on attend avec Empacadie. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut donner pour les patients qui ont une insuffisance rénale? On voit ici au milieu que pour la plupart des molécules de GLP-1, certainement, on peut descendre jusqu'à un GFR de 30 et pour quelques molécules, on peut descendre jusqu'à un GFR d'à peu près 15. Alors, on peut le donner à la grande majorité de nos patients. Mais je vais terminer avec quelques diapos concernant la combinaison du traitement. Parce que je pense, pour nous, les endocrinologues, l'avenir, c'est de traiter la plupart de nos patients avec le trio idéal, qui est metformine, GLP-1 et SGLT2. Et qu'est-ce qu'on a comme étude? Alors, il y a une étude ici de Awardis où on donne déglaglutide au SGLT2 et on voit qu'on peut en avoir une baisse d'à peu près 0,8% du glyqué et avec une autre perte de poids d'à peu près 1 kg. Et même ici, on voit avec Cystine 9 où semaglutide a été ajouté à un SGLT2, il y a une perte d'à peu près 1,5%.
Alors, la combinaison, ça va être très, très fort pour arriver à la cible dans ces patients-là, avec aussi une perte d'à peu près 4 kilos extra. Alors, je vais terminer là, et s'il y a des questions. Parfait. Merci beaucoup, Dr. Assimakopoulos. Je vais tout de suite procéder avec les questions. La première, on dit que la semaglutide est l'agoniste GLP-1 le plus puissant. Est-ce que ceci a été étudié? Quel est votre avis? Oui, alors, il y a les études dans le programme de Sustain où, en fait, ils ont fait ils ont comparé presque toutes les molécules, toutes les classes avec semaglutide. Et semaglutide était le gagnant dans toutes ces études-là. Il y avait une étude de tête-à-tête avec dulaglutide, ça c'était le Sustain 7, qui a démontré à la haute dose, on avait une supériorité d'à peu près 0,4 % dans le glyqué et on avait au moins 3 kilos dans le poids. Alors, on peut considérer que semaglutide, c'est comme un GLP-1 dans une autre classe tout seul. C'est vraiment le plus puissant et on peut dire que c'est le médicament pour le diabète le plus puissant disponible. Deuxième question. Que pensez-vous de la protection cardiovasculaire ou de la non-existence d'une telle caractéristique pour le semaglutide oral? Alors, il y avait l'étude Pioneer 6 qui était présentée. Dans cette étude-là, c'était une étude surtout sur la sécurité. C'était une étude qui était arrêtée très, très tôt. C'était sécuritaire. Ils ont démontré vraiment des tendances de la protection cardiovasculaire dans le MACE. Qui était très importante et aussi dans la mortalité de toute cause. Mais ce n'était pas significatif parce que l'étude était terminée un peu trop tôt. Mais il y a des études qui sont en cours à long terme et on aura la vraie réponse dans les prochaines années. Parfait. Une autre question. Que pensez-vous de la combinaison parfois observée en clinique d'un GLP-1 et d'un inhibiteur DPP4? Jamais. Alors, ça ne sert à rien parce qu'en fait, la façon que les DPP4 en marche, c'est de faire prolonger notre GLP-1 et c'est de cette façon-là qu'on a c'est de cette façon-là que ça fonctionne. En donnant une agoniste de GLP-1, on donne une dose qui est pharmacologique. Alors, c'est beaucoup plus haut que ça. Alors, ça ne sert à rien. C'est juste $100 de plus qui sont perdus en donnant un DTP4. Alors, on ne devrait jamais le faire. Malheureusement, il y a énormément de questions, mais on va en finir avec une seule. Est-ce qu'il y a des inquiétudes vis-à-vis de l'insuffisance cardiaque avec les GLP-1 agonistes? Non, pas vraiment. Les études ont démontré que c'est neutre. Alors, ça n'aide pas. Je dirais que, au moins pour l'insuffisance cardiaque, les SGLT2 sont là pas seulement pour la prévention, mais pour le traitement. Mais il n'y a pas vraiment de risque de l'insuffisance cardiaque qu'on a vu, disons, avec saxagliptin ou bien connu avec les TZD. Alors, c'est neutre.